Bonjour, aujourd'hui on reçoit Alice qui est en première année de master et en année de césure. On en parlera en sciences politiques. Bonjour. Bonjour. Donc on va parler de ton parcours qui a un aspect que j'adore, c'est le choix entre passion et entre guillemets raison. Donc tu peux nous parler un peu collège, primaire, est-ce qu'il y a des choses un peu notoires ou pas du tout qui sont passées pendant ces années? Alors du coup, moi j'ai grandi dans l'est de la France, dans un petit village qui s'appelle Pournois-la-Chétive, qui est un tout petit village. Et au niveau collège, on veut dire primaire, collège, il n'y a rien de particulier. J'ai toujours été dans des établissements publics et je m'en suis toujours plus ou moins sortie. J'ai jamais eu une grande passion pour l'école, mais en vrai j'étais plutôt, on va dire, bonne élève. Donc ça s'est bien passé et j'avais pas de stress sur l'avenir à ces moments-là en tout cas. Ouais, bon tant mieux. J'étais petite, tout allait bien. Mais arrive le lycée, premier choix d'orientation comme on dit à chaque fois. T'es partie en quelle filière et pourquoi? Alors moi je suis partie en ES parce qu'en fait S j'aimais pas les maths. L j'avais un peu la flemme de lire autant. Je me suis dit le bon compromis c'est ES. Spoiler, j'ai pas trop kiffé l'économie donc ça a été très long. Mais voilà, j'ai pris la filière ES. Et ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé jusqu'au bac, tout a roulé. Tout a roulé. Comme sur des relais. Tu nous as fait part qu'à ce moment-là, tu as une grande passion qui est toujours active. C'est actuelle. La comédie et l'acting, on dit acting? Ouais, le théâtre. Voilà, le théâtre, le fait de jouer, le cinéma, tout ça. Et ouais, c'était à cette période-là que j'ai commencé à avoir mes premières petites expériences. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, ok, j'ai peut-être envie de faire ça de ma vie. Comment tu trouves des expériences dans ce domaine au lycée? Au lycée, en fait, c'est... Ça arrive dans ta vie? En fait, ce qui se passe, c'est que je faisais du théâtre au collège. Je savais que j'en gardais un très très bon souvenir. Et en fait, de fil en aiguille, je suis tombée sur un casting qui avait lieu dans ma ville, d'un tournage d'une web-série qui était un peu fantastique et qui était financée par la région Grand Est, donc c'était là où j'étais. Et j'ai postulé au casting, j'ai passé les essais et du coup, j'ai eu le rôle. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ah ouais, c'est cool. Enfin, on a eu du coup 1 mois de tournage. Et je me suis dit, ah ouais, c'est très cool en fait. Et c'est comme ça que j'ai continué à chercher. Donc après, tu as des annonces sur Facebook, sur des newsletters, des trucs comme ça, pour trouver tes futurs projets, quoi. Ok, et est-ce que dans ta tête, ça commence à un peu gamberger de te dire « Ah, peut-être que j'aimerais faire ça » ou pas encore? Ouais, je pense que même en réalité, malgré le fait qu'au collège, j'ai arrêté le théâtre, je crois, à la fin de la 4e, quelque chose comme ça, c'est toujours resté dans ma tête. Je pense que j'ai toujours eu cette idée de faire ça. Je savais pas par où commencer, je viens pas du tout d'une famille d'artistes, mes parents sont employés, ils ont pas fait d'études particulières et encore moins dans le domaine artistique, donc j'avais pas vraiment de repères. Et j'ai commencé à me renseigner quand je suis arrivée au lycée, mais j'ai jamais passé le cap de m'inscrire vraiment dans un conservatoire. Quelque chose qui était vraiment concret, je l'ai jamais fait au lycée. Et tu saurais dire pourquoi? Je pense que j'avais peur en vrai. Honnêtement, je pense que, et c'est ce que je comprends en grandissant maintenant, que c'est tellement un objectif fort que pour moi, il y a une grosse pression à travers ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que les études, je les ai prises un peu plus à la légère, dans le sens où c'était pas mon objectif principal. Est-ce que du coup, c'est un peu un système de défense, entre guillemets, de faut pas que je m'y intéresse trop, parce que ça va trop me plaire? Ouais, je pense que faut que je reste dans le droit chemin d'un job classique. Ouais, peut-être aussi. En vrai, je pense qu'il y avait de la peur, ça, j'ai aucun mal à le dire, de me lancer et de faire ça. Et puis aussi, le manque de connaissances. Ouais. Genre ça, je pense que ça a été aussi une clé de pas savoir du tout comment ça se passait, quoi. Donc quand on parle d'orientation, c'est dans ta tête, t'es en 50-50 sur ok, qu'est-ce que je veux faire, ou t'as quand même une partie qui prend le dessus? En fait, donc là, on arrive en première. En première, je commence à avoir des idées de quoi faire. Avant, j'avais vraiment aucune idée d'un truc pas artistique. Et j'ai un prof qui était mon prof d'histoire qui commence à me dire qu'il verrait bien mon profil en sciences politiques. Okay. J'avais aucune idée de ce que c'était. Sciences Po Paris, je savais même pas ce que c'était vraiment. Et il m'expliquait que les mercredis après-midi, il faisait des cours supplémentaires d'histoire géo et du coup de sociologie, des trucs dont tu as besoin pour les concours. Et il m'a proposé d'y venir. Et c'est comme ça que je suis rentrée à faire... Du coup, j'avais cours la semaine et le mercredi après-midi, en plus, dans mon lycée, j'avais des cours de géopolitique, de Sciences Po. Enfin, voilà, c'était ce qui allait devenir la Sciences Po pour moi plus tard. Et donc, c'est là où je me suis dit, ah ok, ça peut m'intéresser. Donc, ça a fait un 50-50 entre ça et le théâtre, quoi. Selon toi, comment tu pourrais expliquer la filière sciences politiques en règle générale? En fait, Sciences Po, Sciences politiques, c'est pluridisciplinaire. Donc, tu fais de l'économie,
tu fais du droit, tu fais de la sociologie, tu fais de l'histoire. Et en fait, plus tu vas évoluer, il y a certaines licences qui permettent de se spécialiser, Sciences Po de quelque chose, enfin d'un sujet en particulier, sociologie de quelque chose en particulier, des choses comme ça. Mais c'est très global en fait. Tu revois vraiment les bases de l'histoire, comme je t'ai dit, de la socio, du droit, de l'éco. Tu fais une remise à niveau de ça et après tu évolues et tu pousses sur des idées, des grandes idées qui ont construit un peu en fait, j'ai envie de dire le monde dans lequel on vit, qui a été façonné par la politique en général, quoi. Et est-ce qu'à un moment, tu te spécialises dans une de ces filières ? Tu peux, par exemple, en master, donc moi, c'était plus tard communication et pouvoir, donc là, c'est plutôt autour des médias, de la communication, des choses comme ça, mais tu peux te spécialiser en affaires étrangères, donc là, ça va plutôt être pour travailler à la Commission européenne, des choses comme ça, vraiment des choses plus internationales. Après, tu peux te spécialiser dans de l'action publique. Tu peux te spécialiser même après en droit, en fait. Il y en a qui font des passerelles. Il faut quand même un socle important en droit, mais il y a quand même des passerelles faisables. Ok. Et tu peux te spécialiser en histoire, même en histoire de l'art. Il y a vraiment beaucoup de... C'est hyper large. En fait, et c'est ça très, qui très t'a large. un peu attiré, la pluridiscipline ? Ouais, le fait de pouvoir rebondir facilement. Enfin, t'as quand même des bases dans plein de matières. Oui, c'est quand même une licence assez reconnue aussi. C'est ça, oui, bon, déjà... Oui, dans l'imaginaire commun, Sciences Po, ça tilte tout de suite alors qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Mais il y a plein de trucs. Et c'est ce qui peut être intéressant pour ceux qui ne savent pas où aller. Ok. Genre, c'est venu comme ça. L'année d'après, il faut faire les vœux Parcoursup. C'est ça. Et est arrivé le moment de Parcoursup qui était une galère, vraiment, parce que je crois que maintenant, c'est sur Parcoursup également que tu postules à Sciences Po et toutes les écoles. Moi, c'était vraiment des concours totalement séparés et qui avaient lieu plus tôt dans l'année. Donc déjà, il fallait savoir un peu plus tôt que Parcoursup, en fait, parce que tu t'inscrivais très très tôt. Mais je crois qu'encore, hein. Je crois que tu postules, mais t'as les oraux écrits avant. Ok, d'accord. Donc il me semble que on me confirme derrière. C'est ça. Ça marche. Bah voilà, nous, c'était postuler au concours, je crois que c'était en janvier, quoi. Il fallait envoyer le dossier et tout ça. Donc pareil, déjà, tu comprenais l'importance des notes, des bulletins, des trucs là, alors qu'avant, bon, tu te disais, ok, c'est le bac qui compte, quoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après tout ça ? J'ai postulé, je me suis préparée, on va dire, au concours que j'ai pas eu. Et donc, Sciences Po lequel ? Moi, j'ai fait le concours de Sciences Po Nancy, c'était le plus proche de moi. Mais j'ai voulu après trouver sur Parcoursup une équivalence. Et pourquoi pas d'autres Sciences Po ? Parce que j'avais un peu la flemme. En fait, le programme de Sciences Po Paris, c'était le programme de première, et les programmes des IEP, c'était le programme de terminale. Ok. Et c'était pas logique, hein. J'aurais dû faire plutôt les IEP qui étaient sur le programme que je travaillais l'année du bac, qui était du coup une année où je travaillais un peu plus parce que c'était le bac. Mais je me suis dit, je vais pas me compliquer la vie. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi un IEP ? Oui, pardon, c'est un institut d'études politiques. Et il y en a plusieurs en France qui font partie du même réseau. On les appelle aussi Sciences Po, mais c'est pas exactement pareil. Sciences Po Paris, ils ont leur groupe avec leur campus. Et les IEP, pareil, ils ont leur groupe à eux avec leur campus. Voilà. Ok. Et parce qu'on sait que ça a une grosse importance, tes parents, ils se positionnent sur un des deux choix en disant « Ah non, on préférait que tu fasses ça » ou c'est libre à toi de faire ce que tu souhaites ? Non, il y avait quand même ce côté, puisque j'avais des bonnes notes, on attendait quand même de moi que je fasse des bonnes études et longues études, du moins qui ouvrent à quelque chose. C'était pas forcément Sciences Po qui faisait rêver mes parents, mais quelque chose qui ouvre des portes, c'était leur objectif. C'est bien la première fois que j'entends, c'est pas Sciences Po qui fait rêver mes parents. Non, en fait, ça, évidemment que si j'étais à Sciences Po là, ils seraient très très heureux. Mais en fait, ils voulaient juste que j'ai un truc derrière, Oui. quoi. Ils avaient pas envie que je gère et que j'ai rien, quoi. Donc eux, le théâtre, c'était pas très envisageable. C'était en mode, oui, tu feras des cours le mercredi, c'est très bien. Mais ouais, mais il a quand même fallu faire les vœux Parcoursup, comme tu disais. Et à ce moment-là, j'étais du père, hein. Franchement, j'étais vraiment du père. Tu l'as fait sans conviction, tes vœux, ou t'avais un vœu, tu te disais, lui, serait quand même plutôt cool ? En fait, c'était sans conviction, mais il y avait quand même l'ego qui parlait. C'est-à-dire que, tu vois, la licence sciences politiques à la Sorbonne, waouh, moi je venais de Metz, on disait la Sorbonne à toutes les sauces. Tu te disais, waouh, si j'ai la licence à la Sorbonne, c'est trop classe. Je l'ai pas eu, la licence. Après, il y avait d'autres universités que je connaissais pas. Et je manquais d'infos. Du coup, conseil, c'est de faire des recherches et d'aller contacter vraiment un stalker, d'aller contacter les gens qui sont dans ces filières-là. Moi, j'avais contacté un mec qui était dans une des licences que j'avais demandé sur Parcoursup. Et en fait, ça m'a énormément aidée parce qu'il a pu me faire un feedback, parce qu'en fait, j'avais pas de contact, dans ma famille, personne n'avait fait ça. Tu l'avais contacté comment ? Alors, je l'avais retrouvé sûrement sur une asso du coup, c'est de l'UPEC, on parle d'une licence qui est à l'UPEC, sur l'asso des politistes de Créteil, ça devait être ça.
Et du coup, je l'avais vraiment DM sur Instagram. Il y avait pas de... J'ai pas pris de pincette particulière, tu vois. Juste, je suis débarquée en mode, j'ai des questions, est-ce que t'es dispo ? Et il était très sympa. Et c'était même mon parrain, en fait, après, quand j'ai choisi cette licence, quand je suis arrivée à l'UPEC. Je spoil, ouais. Ouh là là. Non, du coup, les résultats Parcoursup. Ouais. On peut mentionner que tu as eu la mention très bien au bac. Ouais, et en fait, c'est grâce à ça aussi que ça m'a ouvert des portes. C'est-à-dire que je suis remontée à plein de niveaux pour des universités. Donc, j'avais eu des licences qui étaient mieux notées que d'autres parce qu'on sait qu'il y a quand même un classement, même si je pense pas qu'il... On ne doit pas choisir en fonction de ça, mais il y a quand même des hiérarchies entre les facs et il y a quand même des classements. Faut pas s'arrêter à ça. Je pense que chaque expérience est bonne à prendre. Après, voilà... c'est sûr que ça faisait plus rêver. J'avais une licence de droit à Sciences Po à Lyon qui était très bien notée. Et donc, j'ai fini par choisir quand même l'UPEC. Et comment tu as fait ce choix du coup ? Moi, le choix, ça a été la localisation. Parce qu'à Lyon, il n'y a pas de casting. À Paris, il y a des castings. C'est vraiment... Il y a plus de vie artistique à Paris. Donc, oui, parce que tu le gardes quand même. Exactement, je l'avais quand même en tête malgré tout. Et je m'étais dit que c'était peut-être le moyen pour moi de partir. Et en soi, c'est une bonne excuse de partir si tu as des études à faire. Donc... c'est comme ça que je me suis retrouvée à Paris, en licence, et d'avoir renoncé à tout le reste sur Parcoursup. Bah, il faut faire un choix. Oui, de toute façon, ça a libéré des places à d'autres qui, j'espère, sont très heureux à l'heure actuelle. On espère aussi. Et du coup, arrive l'AL1. Donc, tu nous as quand même donné une info qui m'a surprise, c'est que tu prenais le TGV tous les matins. Oui, parce que trouver un appartement à Paris est une vraie épreuve de Koh-Lanta, je pense. C'est une galère monstre, et... c'est faisable quand même, hein, attention, je dis pas de pas venir à Paris, au contraire. Mais je galérais à avoir un appart, donc je faisais les allers-retours Metz-Paris en TGV tous les jours, quoi. Merci TG Max pour cette invention révolutionnaire. Mais ouais, ça a été compliqué, et après, il y a eu le Covid. Donc, et la même année ? La même année, en fait, j'ai fait 6 mois, et après, Covid, quoi. Donc la L1 un peu... comment tu l'as vécu quand même en règle générale sur les 6 mois de cours ? Disons que c'était une découverte, tout ce qui était... parce qu'en fait, t'es beaucoup plus indépendant. Et au lycée, j'étais bonne élève, j'étais vraiment... on va pas dire chouchoute, mais les profs m'aimaient bien, j'étais sérieuse, il n'y avait pas de soucis, quoi. Et en fait, quand t'arrives à la fac, que les profs ils te connaissent pas, que tu te rends compte que si tu vas sur Google pendant le cours, en fait, il n'y a pas d'impact. Bah, en fait, tu prends vite goût à ça, mais il y avait quand même... une volonté de ma part de pas me laisser couler, quoi. Enfin, je voulais quand même m'en sortir, et ça s'est plutôt bien passé, je veux dire, je m'en sortais. Et t'aimais bien ce que tu sais, quand même ? Ouais. C'est pas un oui franc, mais je pouvais pas dire que je détestais, parce que je sais qu'il y a des gens qui détestent et qui se sentent obligés de partir. Moi, j'ai jamais ressenti ce besoin de vraiment partir sérieusement, quoi. Ouais. C'était plus, ça me saoule, mais je le faisais, donc c'est que... Et au niveau des notations, comment tu allies le « ça me passionne pas », mais il faut quand même réviser. Ça, c'était dur. Honnêtement, c'était dur. Je pense que j'avais la volonté de faire un peu une sorte de strict minimum, que j'avais des facilités, on va dire, à comprendre sûrement de quoi on parlait, parce qu'à mémoriser, pas tant que ça. Donc, j'arrivais à m'en sortir. Franchement, c'était à la débrouille, quoi. Mais j'avais quand même cette envie d'avoir des bonnes notes et de pas être à la traîne, quoi. Comme tu disais, t'écoutes des gens en cours, etc., ça aide. Oui, ça aide. En vrai, ça aide. Et puis, après, tu trouves facilement tes méthodes de travail. Enfin, en tout cas, moi, je les ai trouvées facilement, heureusement. Mais... ça, c'est une vraie étape, je pense, quand tu arrives à la fac, de trouver tes méthodes, parce qu'il n'y a personne pour te les dicter, en fait. Chacun les siennes, surtout. Oui, c'est ça, totalement. Il n'y a pas de règle universelle, c'est clair. Et puis, c'est une étape par laquelle, je pense, tout le monde passe une fois arrivé à la fac. Oui, c'est souvent la problématique des premiers semestres en L1. C'est la méthode, comment trouver. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est une vraie problématique de trouver sa méthodologie. Toi, comment tu as réfléchi pour la trouver ? En fait, je pense que j'ai vite capté qu'il y avait pas mal de tentations. Même si j'étais pas une fan de soirée et tout ça, je comprends totalement ceux qui se disent petite soirée dentée tous les 2 jours, bon, ok. Mais parce qu'en fait, tu perds vite un rythme. En fait, c'est un rythme à prendre, quoi. T'as pas d'impératif, si ce n'est quelques TD, donc, où t'es obligé d'être présent parce qu'il y a un appel. Mais le reste, si t'es pas là, ça dérangera personne. Donc, c'est s'auto-réguler, enfin, c'est de la rigueur, en fait. Je pense que t'apprends juste à être rigoureux et à te dire, allez, je vais en cours. Bien s'entourer aussi, ça c'est important quand même, d'avoir un peu ses potes de promo, même si c'est pas les BFF forever, juste d'avoir des gens qui te motivent et avec qui tu peux donner les cours le jour où ils sont pas là, le jour où toi t'es pas là. Donc ça fait partie de mes méthodes de travail en vrai, d'avoir des gens sur qui compter, et comme ça, quand t'as une galère, ton trou dans le cours est vite comblé. C'est cool, et inversement, parce que j'ai jamais ressenti de compétition à la fac. Et il y a des choses qui vous aident à vous intégrer les uns aux autres, ou c'est un peu faut aller voir les autres malgré des fois la timidité?
Ouais, je pense qu'il faut aller voir les autres. Après, il y a quand même, en général, dans les facs, pas mal d'associations sur divers sujets, pas que les cours. Donc, je pense qu'il y a moyen de sociabiliser. Après, au vu de mon rythme de vie, de train tous les jours, machin, j'avais pas de vie sociale particulière, quoi. Donc, j'ai rencontré des gens, je me suis fait des copines en L1, dès la L1. Mais c'est quand même compliqué d'avoir une vie universitaire quand t'es pas installé et que... Oui. Voilà, quoi, que t'as pas un rythme de vie classique. Donc, comme tu nous as dit, après, il y a eu le Covid. Comment tu gères les cours et le Covid, même si, normalement, les gens qui nous écoutent n'auront pas ce problème, ça a quand même forcément eu un impact après. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est que t'as encore plus de temps pour penser et te rendre compte de si ça te plaît ou pas, je pense déjà. Après, c'était un rythme compliqué. Enfin, les cours à distance, ça marche pas. Tu dois travailler, mais le monde, il tournait pas rond à ce moment-là. Enfin, je pense que pour tout le monde, ça a été quand même un moment un peu bizarre. Enfin, je pense que c'est normal. Donc ouais, le tout c'était de rester accroché. Et les facs n'ont pas forcément été hyper aidantes pour ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ont décroché alors qu'ils n'étaient pas destinés à forcément décrocher. Donc je pense que ouais, il a fallu s'accrocher en vrai. C'était pas une période très simple, parce que tu perds vite l'intérêt dans ce que tu fais, puisqu'en fait le monde tourne plus, donc t'as pas d'objectif. Oui, être chez soi, c'est aussi... Oui, c'est ça. T'es enfermé, t'as rien d'autre à faire que ça, et en même temps, t'as peut-être pas envie de faire ça dans une situation pareille. Donc ouais, pas un moment top, quoi. Et comment ça impacte ta L2 après? Parce que ça s'est pas arrêté oui, la c'est L1, ça. sinon c'est pas drôle. C'est sûr. Ouais, la L2 était donc full distanciel, sauf pour les partiels. Donc ouais, ça a été une épreuve un peu... Enfin, c'était pas une très bonne année, quoi. Je pense que même mentalement, on parle pas mal de santé mentale et c'est hyper important. Même mentalement, c'est dur d'avoir un équilibre. Donc le psychique, il suit pas non plus. Donc franchement, c'était une année complexe. Il fallait s'accrocher. En vrai, il fallait s'accrocher et... heureusement pour moi, ça l'a fait, quoi. Et les facs, vous étiez un peu à ça, où c'était vraiment... Même les profs, ils avaient du mal et c'était un peu chacun... Non, les profs avaient du mal. Honnêtement, on avait quelques profs extrêmement gentils qui comprenaient, qui étaient hyper ouverts et très très sympas. Mais t'en as d'autres qui te font te sentir bête parce que tu réussis pas quelque chose ou que tu comprends pas quelque chose et que ça les énerve de répéter en visio, que tu dois mettre la caméra, en fait après tu dois pas la mettre parce que ça fait tout bugger, mais en même temps, on sait très bien que vous écoutez pas les cours. Enfin, tu te frottes à pas mal de problèmes en réalité, qui sont des problèmes, c'est pas d'une gravité extrême, mais c'est simplement que c'est quand même gênant pour la vie d'un étudiant et que du coup t'as pas une vraie vie étudiante, quoi. Et on arrive en L3, ouais. Là en full présentiel et surtout tu deviens parisienne. Exactement. Comment se passait le déménagement, raconte-moi un peu comment t'as trouvé, comment tu subviens à tes besoins aussi, parce que c'est une vraie problématique à Paris et surtout en tant qu'étudiante. Ouais. En fait, donc du coup première étape, trouver le logement. On arrive en début de L3, c'est la panique parce que réellement j'ai jamais eu de logement du coup, parce que j'en ai jamais trouvé et qu'il y avait tout cette histoire de Covid. Beaucoup de recherches, beaucoup de veille sur Le Bon Coin, sur seloger.com, vraiment tous les trucs possibles et inimaginables. Postuler à balle dans l'espoir d'avoir des visites. Conseil, faites des dossiers béton, même si moi mes parents gagnent pas des cents et des mille, j'avais pas un dossier de malade. Mais rien que le fait de mettre dans une pochette, tout bien présenté, bien imprimé, un petit truc de présentation, des machins, que des trucs qu'on se dit, ouais, ça sert à rien. Moi, ça a fait que... C'était du coup par une agence que j'étais passée. C'était mon dernier recours, parce que tu as des frais d'agence à payer en plus. Mais ça avait fait que mon dossier était passé prioritaire, alors qu'au niveau des revenus, c'était pas la joie, quoi. Mes garants étaient pas millionnaires, quoi. Donc, ouais, petit tips, bien faire son dossier de locataire. Et donc après, j'ai enchaîné les visites. J'étais pas souvent prise. Et puis j'ai galéré à avoir des visites, honnêtement. Et j'ai fini par trouver un appartement de 18 mètres carrés à Maison-Alfort. Très mal isolé, que ce soit par le son, par l'humidité et le froid. Donc ça a été un peu la galère, mais il n'était pas catastrophique non plus. Il était proche d'un métro, et j'étais pas très loin de ma fac. Et pour parler budget, le loyer avec l'électricité, j'étais à 650 € par mois. Et j'avais à l'époque 200 € d'APL. Donc ça faisait 450 € par mois à sortir de ma poche pour payer le loyer. Donc comme je souhaitais pas être aidée, donc je me suis débrouillée et j'ai continué à avoir des jobs qu'en fait j'avais depuis le lycée. En dents de scie parce qu'il y avait le Covid, mais j'avais toujours travaillé plus ou moins. Donc pour moi, c'était pas une lourde étape à passer, mais il a fallu me trouver un travail. Compliqué aussi. Donc compliqué, oui, parce que en général, quand t'es étudiante, on pense beaucoup à l'intérim, mission d'hôtesse et tout ça, ce qui est très cool pour certains emplois du temps. Mais c'est vrai que moi, j'avais besoin vraiment d'être sûre d'avoir les sous à la fin du mois, d'être sûre d'avoir des missions et il me fallait un truc fixe.
Donc, quand je suis arrivée dans la ville de Maisons-Alfort, j'ai travaillé pour le conservatoire de Maisons-Alfort. Je faisais les fermetures, c'était 22h30 les soirs. Donc, j'étais là à faire la fermeture, vérification des locaux. C'était pas très compliqué, hein. C'était juste le fait d'être là le soir. Et ça, j'ai appris qu'on peut aussi souvent réviser dans les conservatoires. Et il y en a plein qui font ça, effectivement. Exactement. T'as 2 heures sur les 4 heures et quelques de taf que j'avais, t'avais 2 heures où t'avais du monde, où là, il fallait quand même être dispo, quoi. T'es un agent d'accueil. Mais par contre, pour les derniers cours, quand il n'y a plus personne qui entre, là, t'as du temps libre, quoi. Que tu veuilles regarder un film ou réviser tes cours, c'est possible. Donc ça, c'est quand même bien parce que tu peux prévoir de t'avancer un peu, tu vois. Et ouais, donc ça, je touchais à peu près 650 € par mois, il me semble. Donc ça me payait mon loyer. Il me restait, donc on va dire, 200 € pour manger. Et j'avais en plus la bourse, échelon à l'époque, échelon 0 bis, qui était... Ouais, waouh, j'étais millionnaire à cet âge-là. Et donc j'avais 100 €, mais j'avais 100 € en plus parce que j'étais boursière avec la mention très bien. Okay. Donc ça, c'est une deuxième bourse qui s'ajoute sur 3 ans. Tu as 100 € en plus par mois sur ta bourse basique. Donc j'avais 200 € de bourse. Donc tu vois, par mois, je m'en sortais, quoi. Oui. Enfin, là, j'ai plus les comptes en tête, mais globalement, c'était viable. Après, bon, c'est pas la vie de château, mais en soi, en tant qu'étudiant, tu peux t'en sortir comme ça. C'est sûr qu'après, tu travailles. Moi, c'était entre 18 et 20 heures par semaine, donc ça reste quand même faut s'organiser. À côté, ouais. En vrai, il faut s'organiser. Je pense pas que ce soit impossible et je pense pas que ce critère doive ralentir les gens à bouger. Mais ça reste quelque chose à prendre en compte, mais c'est faisable. Et tu emménages toute seule, est-ce que t'as pas eu ces questions de se sentir seule, etc., du fait que ce soit la première fois que t'emménages toute seule? En vrai, ça peut être un peu effrayant au début, parce que le soir, t'es vraiment seule, quoi. Il y a personne qui va venir te faire quoi que ce soit. T'es fatiguée, tu rentres du travail à 23h, il faut faire à manger, il n'y a pas de solution magique. Mais j'ai de la chance, j'ai plutôt bien vécu la solitude, moi ça m'allait, et c'est un mode de vie qui me convenait. Mais c'est sûr que c'est quand même un changement, et puis c'est toujours de la discipline en fait. C'est qu'il n'y a personne le matin qui va te sortir de ton lit si tu te lèves pas et que t'as cours à midi, donc après c'est entre toi et toi-même. Donc t'apprends à plus rendre des comptes à des parents ou à une autorité, mais tu rends des comptes qu'à toi-même. Donc je pense que c'est juste ce rythme-là à prendre, de se dire... Enfin, je pense que, en tout cas, moi, j'ai réalisé que je commençais à faire les choses plus pour moi que pour les autres. C'est-à-dire les autres, mes parents, parce que j'allais à l'école, j'étais pas une fan de l'école, mais ils étaient contents. Bon, c'est bien, je fais ça, j'ai des bonnes notes, ils sont contents, ok. Là, tu vois que toute ta vie, en fait, c'est toi. Enfin, tu deviens un peu le main caractère de... ta propre vie. C'est ça. Tu fais les trucs pour toi et ça... C'est aussi ça de vivre seul, quoi. C'est de faire les choses pour toi. Si tu te fais mal à manger, c'est un impact sur toi. Si tu te lèves tard, c'est un impact sur toi. Si tu te couches... Enfin, voilà, quoi. C'est juste ce rythme-là à prendre. Mais je l'ai bien vécu, honnêtement, ça s'est bien passé. Et donc en L3, t'es diplômée, soit. Yes. Mais il y a encore une question d'orientation. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est un troubadour ou est-ce qu'on reste scolarisé? Mais ça a été la question. Ce qui est assez drôle, c'est que tu as vraiment fait un running gag, entre guillemets, du lycée. Ouais. C'était que t'as postulé sans grande conviction. Et ouais. Et t'as été acceptée partout. Exactement. Les problèmes. Vraiment, les problèmes. Genre... Même si ça reste très positif et évidemment, je souhaite à tout le monde d'avoir ce qu'il veut. Mais ça a été encore une grande question de qu'est-ce que je fais. Vraiment, j'étais au bout de ma life. Hein. J'étais très drama queen dans tous mes états parce que j'étais hyper perdue. Et finalement, j'ai choisi un master de sciences politiques spécialisé en communication qui s'appelle Communication et Pouvoir, qui est à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Finalement, t'es allée à la Sorbonne. Et finalement, tu vois, la revanche d'avoir été recalée... En terminale, je suis entrée à la Sorbonne, mais pas dans les beaux locaux que j'espérais. Enfin, en tout cas, j'étais à Panthéon qu'une fois par semaine. Mais ouais, donc ça a été mon choix. Et parce que t'hésitais entre ne pas continuer ou continuer. C'est ça. Et c'est tes amis qui t'ont poussé à faire le master? En vrai, ouais, c'était eux qui étaient en mode joue la sécurité, tu feras tes trucs d'artistique, ok, mais joue la sécurité. Avec le recul, je regrette pas parce qu'en soi, ça m'a quand même appris encore des choses. Ça me permet d'avoir un plan B, qui est plutôt mon plan A pour le moment, puisque pour le théâtre, voilà, ça se saurait si j'étais une grande comédienne à l'heure actuelle. Donc, pas de regrets, poussée par les potes, pas de regrets.
Et ouais, en fait, Et est-ce qu'en cool. quelques mots, tu peux développer ce qu'est ton master et en quoi il consiste concrètement? Totalement. En gros, du coup, ce master, tu as toujours des matières comme le droit, de l'économie, des trucs comme ça, de la science politique pure, de la sociologie, des médias comme on est en communication. Donc, tu travailles sur les médias, le traitement de l'actualité, la communication publique et politique actuelle. C'est très riche sous Macron, vous doutez bien. Donc, c'est un mix de ça, de plus de choses plus techniques, on va dire, avec des vieux articles de sociologues que tu étudies, mais aussi des vraies études de cas sur ce qui se passe dans la communication publique actuellement, quoi. Et tu m'avais parlé qu'il y avait un peu un décalage entre toi et ta classe, qui a été un peu compliqué à gérer parce que le master, c'est un peu la guerre des masters, avec les places, et t'avais envie d'y être, mais c'était pas ta grande passion. Exactement. T'as clairement résumé, c'est que c'était pas ma grande passion et que je suis tombée avec des gens qui sont très cool, enfin, il y en a, c'est mes potes, mais qui étaient vraiment là parce que c'était, voilà, pas pour tous le master de leur vie, mais en tout cas, c'était un vrai objectif. Et moi, je me sentais un petit peu illégitime, quoi. Je me disais, mince, j'ai potentiellement pris la place de quelqu'un qui voulait peut-être plus que moi ça. Après, j'ai pas craché sur le master non plus. J'ai travaillé toute l'année pour avoir des notes correctes. Enfin, ça s'est très bien passé. Mais ouais, il y avait ce truc de me dire que moi, j'avais d'autres aspirations et que je prenais potentiellement la place de quelqu'un qui pouvait mourir pour ce master, quoi, tu vois. Ouais. Donc, mais c'est un peu le jeu, malheureusement. Oui, c'est le jeu, et je pense... je pense que c'est aussi ça qui m'a motivée à y bosser sérieusement. Déjà parce que j'ai pas envie d'avoir des mauvaises notes et d'être un boulet. Mais il y avait aussi ce truc de me dire, bon, j'ai quand même la chance d'être dans un truc assez difficile à avoir, malgré le fait que je méritais pas plus que quelqu'un d'autre, je pense. Mais le fait d'avoir été là, je me suis dit, autant faire le taf, quoi. Et du coup, tu as fait un mémoire en première année de master. C'est ça. Quel était ton sujet et pourquoi ce sujet ? Moi, j'ai parlé du traitement de la santé mentale sur Instagram. Donc, j'avais envie de parler de ça parce que c'est un truc qui n'est pas du tout mis en lumière pour l'instant par les chercheurs. Bon, j'ai pas découvert un truc, simplement, ça n'a pas été énormément étudié jusqu'à présent. Donc, j'avais envie de un peu débroussailler le truc et de découvrir ce qui se cachait un peu sur Insta. Après, évidemment, c'est un mémoire, donc il y a quand même pas mal de trucs à écrire, pas mal de trucs à chercher, mais c'est un sujet qui doit être tellement approfondi et j'espère qu'il sera approfondi, qu'on étudiera plus la santé mentale et même son impact sur les réseaux sociaux, son traitement, comment on en parle. Mais ouais, moi j'ai voulu mettre ça en avant sur mon mémoire. Trop bien. Et donc là, tu as fini ton M1, mais tu n'es pas en M2 encore. C'est ça. Non pas que tu as redoublé, hein. Attention, continue. Non, j'ai eu mon master. Tu es partie en année de césure, donc ça c'est possible avec le master, c'est toi qui as dit stop. Ouais. Non, en fait, t'as le droit. T'as le droit. T'as le droit, ouais. Donc toi, tu l'as pris pour faire ce dont on parle un peu depuis le début. C'est ça. De l'acting. De l'acting, voilà, du cinéma, du théâtre, tous ces trucs-là. Donc en fait, bon à savoir, t'as le droit dans ta licence et dans ton master, pour chaque cycle, de prendre une année de césure. Quand elle est au cœur de tes études, tu gardes tes droits étudiants. Donc tu gardes, si t'es dans un crous, tu restes au crous, tes tarifs étudiants, enfin t'as une carte étudiant, quoi. T'es pas lâché dans la nature. Et donc j'ai profité de cette belle opportunité pour maintenant me concentrer un peu plus sur le théâtre, préparer des concours, prendre des cours plus sérieusement, passer mes castings et vraiment être focus sur ça, quoi. Et c'est pas trop dur d'arrêter les cours en sachant que tu vas les reprendre ? Enfin, comment toi tu gères ça ? En fait, t'as toujours cette peur de te dire même toi-même, peut-être que je reprendrai pas parce que j'aurai un déclic ou je sais pas quoi. Mais en réalité, comme je me suis quand même presque forcée pendant 4 ans à faire ça, autant finir. Enfin, moi, je suis certaine que je vais finir ce diplôme. Peut-être avec moins d'entrain l'année prochaine si je commence à rentrer dans des trucs plus concrets avec ce que je mets en œuvre cette année. Mais en tout cas, moi, je sais que je veux le finir. Par contre, oui, je pense que chez certaines personnes, t'as peut-être ce déclic de te dire, en fait, je vis mieux sans, tu vois. Parce que comment ça se passe si toi, demain, tu réussis un casting, qu'on te dit, ok, on a besoin de toi pendant là 1 an. Tu peux pas faire ta rentrée parce que c'est aussi l'objectif derrière ce que tu fais. C'est ça. Comment tu... En fait, si ça venait à se passer comme ça, je pense que j'aurais des discussions avec des gens de mon université parce que quand tu demandes une césure, tu as une sorte d'obligation de revenir. Tu signes un contrat à la fin de ton M1 du coup, pour t'engager, tu t'expliques ce que tu vas faire et tu t'engages à revenir en fait. L'idée c'est qu'on te donne pas des droits étudiants comme ça gratos et puis qu'après tu te tailles, quoi, tu vois. Donc je sais honnêtement pas comment ça pourrait se passer. Après, je pense que si vraiment je venais à être prise dans un projet aussi important et qu'il fallait que je quitte mes études,
je questionnerai les administrations à comment arrêter le master, et évidemment, je me lancerai dans un truc pro, tu vois. Parce que c'est ton... Oui, c'est mon objectif principal. En fait, avoir un projet pro, donc un tournage sur du long terme et tout, c'est le seul truc, je pense, qui pourrait me faire arrêter l'école avant de finir le diplôme, quoi. Ouais. Sinon, pour des trucs, des plus petits projets ou juste des cours, etc., je préfère finir. Je suis dans ma lancée, je finis, je serai diplômée et après, je serai plus libre de faire ce qui me chante, tu vois. Et à côté, parce qu'il faut quand même que tu paies encore ton logement, etc. Exactement. Donc tu travailles en même temps. C'est ça. Je travaille dans un magasin de bonbons de Ricola. Et c'est comme ça que je peux financer cette vie de césurien. Mon autre question, c'est comment tu conjugues la frustration de ne pas pouvoir faire du coup, toi, du théâtre ou du cinéma pendant du coup 4 ans avec la détermination de faire quelque chose un peu de stable pour ton futur. Parce que du coup, toi, t'as pas du tout pu en faire pendant toutes ces années, quoi. Ouais, pendant 4 ans, j'en ai fait un tout petit peu, mais c'est vrai que c'était pas comme je voulais, quoi. J'avais pas le temps parce que t'as évidemment les études et puis le job étudiant et puis il y a plein de trucs qui s'ajoutent. Donc en fait, je pense que ce qui m'a fait tenir, si je peux employer les grands mots, c'est d'avoir espoir que derrière il y ait un avenir meilleur. Enfin vraiment, je pense que je me suis accrochée à l'idée que un jour ça allait s'éclaircir et que ce temps-là, je le prenais à réfléchir et à être sûre de moi, même si t'es jamais vraiment sûre. Mais franchement, c'était pas toujours très simple, que ce soit dans le quotidien, mais mentalement aussi, parce que tu te poses des questions. Enfin, parfois, j'allais à la fac, j'avais pas de grandes convictions, et tu te dis, qu'est-ce que je fais là, vraiment ? Mais derrière, je sais que... Enfin, j'ai envie de croire que ce que je fais, c'est pas pour du vent, et que ça m'apportera forcément quelque chose à un moment donné. D'autant plus que les carrières artistiques, elles sont instables et pas... Enfin, on n'est jamais sûr, quoi. Ouais. Donc, je me dis, j'ai un backup. J'ai quelque chose sur lequel je me suis quand même penchée et auquel j'ai consacré du temps. Donc c'est comme ça que ça m'a fait un peu garder le moral, je pense. Ouais. Mais ouais, ça a été et très frustrant. Et tu t'es entourée, ça t'a aidé ? Ouais, après, l'entourage, bien sûr, je suis très bien entourée de manière générale. Mais c'est vrai que les gens comprennent pas forcément ton envie de faire autre chose alors que t'as des diplômes qui sont sympas, tu t'en sors. On se demande pourquoi tu veux faire autre chose, quoi, tu vois. Ouais, en fait, c'est ce que j'allais dire. Souvent, quand tu t'en sors, on te dit « Ah t'es faite pour ça ». Parce que t'aurais du mal, on dirait « Oui, c'est normal qu'elle veuille faire autre chose ». Toi, comment tu conjugues le « Ok, je réussis, mais c'est pas... » Enfin, qu'est-ce que tu réponds aux gens ? En fait, honnêtement, c'était complexe parce que même moi, ça a été un moment une remise en question parce que tu lis des interviews d'acteurs, enfin moi en tout cas de gens du cinéma que j'aime beaucoup, même de théâtre, tu vois. Et c'est souvent un peu des story time disant moi en fait j'aimais pas l'école, j'ai pas fait d'études supérieures et puis je suis tombée par hasard sur un cours de théâtre, la porte était ouverte et ça a été la révélation. Moi non en fait, j'ai pas du tout ressenti ça comme ça. Moi depuis bien longtemps je voulais faire ce truc là. J'ai pas eu le courage de passer le cap plus tôt. Et en fait, j'ai toujours voulu aussi assurer mes arrières. Donc, comme ça marchait pour moi à l'école, j'ai quand même pas arrêté l'école, tu vois. Donc, à un moment, je me suis dit, peut-être que j'ai juste pas un profil pour faire du théâtre. Enfin, honnêtement, je me suis posé la question en me disant, si je réussis dans quelque chose, pourquoi... Tu t'es questionnée sur ta passion et pas... Ouais, c'est ça. Je me disais, mais si je réussis dans quelque chose, peut-être que c'est pas pour moi de faire du théâtre, tu vois. Parce que dans toutes les... Pas toutes, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais la plupart des histoires, des success stories d'acteurs, c'est j'avais rien avant, même là, si tout s'arrête, j'ai plus rien. Moi, en réalité, rien n'a réellement commencé, j'ai pas à prétendre quoi que ce soit, mais si tout s'arrête, j'ai un diplôme et j'ai quelque chose derrière, tu vois. Oui. Donc ça m'a fait me questionner, en vrai, sur est-ce que je vais pas dire je fous tout en l'air, mais tu vois, j'avais commencé une licence, des stages, des opportunités, des trucs, et puis maintenant, je commence à fuir tout ce monde-là, quoi. Donc... Et qu'est-ce que tu pourrais dire à un lycéen qui, là, justement, jongle un peu entre le « Bon, j'ai mis ça sur Parcoursup, mais en vrai, ma passion, c'est ça, quoi. » Je pense, ce que je dirais, c'est de pas se mettre de barrières et d'essayer de construire au jour le jour un plan. Et d'avoir une espèce de carte que tu vas suivre, même si ça t'est pas passé par l'endroit où tu pensais aller. Je pense qu'il y a des solutions et tu peux faire des pirouettes pour t'en sortir dans tous les sens. Je pense qu'il faut... plus, même si c'est hyper stressant parce qu'il y a quand même un facteur de stress et d'angoisse qui est pas négligeable, mais je pense qu'il faut garder l'espoir que tu peux retomber sur tes pattes à n'importe quel moment et que c'est pas en réalité c'est pas le choix de post-bac qui va déterminer ta vie, quoi. Mais je pense que ça je l'ai toujours plus ou moins su, même si j'ai beaucoup douté, hein. Ça a pas été une révélation dans
enfin, dans aucun cas. Mais je pense qu'en réalité, en terminale, je me disais quand même qu'à un moment, je ferais du théâtre à fond et que je tenterais ma chance et que on verra et machin. Et je me dis qu'il y a peut-être des lycéens qui sont dans ce même cas de figure, que ce soit pour être acteur ou pour plein d'autres choses. Et qu'en réalité, juste quand t'es proactif, quand tu recherches, quand tu restes déterminé et que t'arrives à mener ta barque, tu peux toujours rebondir et ça peut toujours le faire en fait. Enfin, j'ai envie d'y croire. Peut-être que dans 10 ans, je dirai pas la même chose. Mais je pense qu'il faut pas perdre espoir. Et en fait, c'est pas du tout une fin en soi, les choix post-bac. C'est juste le début de quelque chose qui sera peut-être raté. Et un mois, 2 mois, 3 ans, 4 ans. Enfin... Totalement. Il peut se passer tellement de choses. Et même le Covid en soi, tu vois, c'est un truc qui est arrivé dans mon parcours scolaire et dans le tien aussi à un autre moment. Et qui a un impact, on peut pas le nier, tu vois. Il y a eu... Donc en fait, il peut se passer tellement de choses. Le mieux, c'est d'être au jour le jour, d'essayer d'être OK avec soi-même, de pas se forcer à faire les choses, mais de faire des choix quand même raisonnés. Je pense que ça reste important. Je vais pas dire, oui, après le bac, arrête tout, va devenir humoriste à Paris. Enfin, moi, il y a une réalité que j'apporte, c'est quand même celle des études. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver et chacun peut le trouver, quoi. Ouais. Mais qu'il faut pas se mettre de pression parce que de toute façon... c'est jeune, quoi. 17-18 ans, t'es jeune de ouf. Hein. Bah, merci à toi pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu. C'était super, merci à toi. Bah, j'espère qu'on pourra aider plein de lycéens qui, justement, se posent cette question parce qu'il y en a quand même pas mal. Ouais. Et pour conclure cet épisode, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de streaming, nous retrouver sur nos réseaux sociaux